On en a parlé avec Carl. Carl, tu voulais réagir? Ah, t'es muté. Le micro. Oui, excusez. Ouais, c'est Arnaud Develay que je voulais entendre aussi. Il voulait réagir sur, entre autres, la féminisation du droit. Oui. Toi qui es dans le domaine, Arnaud, parle-nous un peu de ce phénomène-là que je trouve très intéressant, oui. Bah, le problème, c'est que c'est plus du droit, c'est de la morale, c'est de la moraline, en fait. Et c'est en cela que la féminisation dans le fait politique, surtout au niveau international, rend tout rapport, enfin toute approche cohérente, objective et fondée sur le bon sens des plus difficiles, puisqu'on est dans une forme de croisade, en fait. Ça devient une forme de croisade. Comme dit Alain, c'est le gauchisme inhérent à la féminisation et à l'éruption, si je puis dire, de cette espèce de non-sens, d'hystérisation du débat public, fait qu'on n'est plus dans des paradigmes où on peut s'asseoir et avoir tous à peu près la même approche empirique des choses. Au contraire, ce sont des espèces d'envolées lyriques qui finissent par complètement rendre plus que normal, compliquer une situation qui, au départ, n'a pas vocation à l'être. Mais j'ajouterais juste une chose, c'est qu'effectivement, que ce soit le jeune qui n'a pas de mémoire, qui n'a pas de perspective historique sur les choses, ou la jeune femme de bonne famille qui a du temps sur les mains, ce sont effectivement les segments de marché qui sont en général promus et travaillés au corps par les ingénieurs des révolutions de couleur, hein, rappelons-le, pour mieux mettre, on va dire, du rouge à lèvres sur le fait que vous avez, si on prend l'exemple du Maïdan, par exemple, vous avez des groupuscules extrêmement bien informés qui, eux, font le boulot en douce, qui zigouillent, qui provoquent la police, qui créent une forme d'outrage au sein de la foule. Mais pendant des semaines auparavant, ce sont les deux segments de marché qui sont les plus mal axés, si je puis dire, par les réseaux sociaux, par les médias aux ordres. C'est la femme et c'est le jeune. Et donc, oui. Puis, tu parlais des lieux de pouvoir, Yann, qui étaient investis par les féministes. Puis, moi, je veux entendre, M. Soral, aussi, le milieu scolaire. Si le milieu scolaire n'était pas aussi féminisé, nos enfants seraient peut-être moins de gauche. L'éducation publique, les maîtresses d'école. Parce que ça, j'étais oui. On est arrivé aujourd'hui à un tel point que le comportement du petit garçon naturel est considéré comme déviant et pathologique parce qu'en fait, il est turbulent. En fait, c'est ce qu'on appelle l'enfant turbulent. Et en fait, le modèle aujourd'hui, c'est le modèle de la petite fille dans la cour de récréation parce qu'elle est moins turbulente. Et au lieu de dire c'est une différence masculin-féminin qui exigerait d'ailleurs normalement qu'on sépare les garçons et les filles au niveau scolaire parce qu'ils ont un développement qui n'est pas au même rythme. D'ailleurs, c'est simple. Au niveau de la petite classe, les filles sont plus précoces, donc elles ont un avantage en général. Il n'y a pas l'âge selon le sexe n'est pas le même. Les filles sont plus précoces et meilleures élèves dans les petites classes, et plus on monte dans les grandes classes, plus ça s'inverse. Normalement, si on respectait et qu'on respectait l'enfant, on ne mettrait pas des écoles, des classes unisexes. En réalité, c'est une question d'économie parce que ça fait un bâtiment au lieu de deux. Mais en général, ça fait baisser le niveau parce que dans les petites classes, on va dire dans le primaire, les garçons freinent les filles et après dans le secondaire, c'est les filles qui freinent les garçons. Ce qui veut dire que je pense que si on veut refaire de l'excellence au niveau de la formation des futures élites par la qualité scolaire, on aurait plutôt intérêt, d'un point de vue révolutionnaire, à refaire des écoles de filles et des écoles de garçons. Hein. L'âge n'est pas le même. On voit très bien qu'une fille de 14 ans est beaucoup plus mature qu'un garçon de 14 ans, mais par contre, sa maturité est plus précoce, mais se stabilise beaucoup plus tôt. En fait, c'est ce que je disais quand j'étais un peu critique par rapport à ma sœur, c'est qu'à 14 ans, elle avait déjà tout compris, et que moi, il m'a fallu quand même beaucoup plus de temps. Mais elle avait tout compris, qu'en écartant les cuisses, on pouvait, c'était un accélérateur social, alors que, à moins d'être homosexuel, ça ne marche pas de l'autre côté. L'homme est obligé quand même de faire des efforts. Hein. C'est quand même, il y a une grande injustice d'ailleurs de ce point de vue. Sur le plan mondain, il y a une grande injustice. Hein. Mais ça, c'est l'injustice qui est cachée. Une jeune fille a un accélérateur, une jeune fille baisable et qui n'a pas froid aux yeux et bénéficie d'un accélérateur social par rapport à la société telle qu'elle est faite, qui n'est pas du tout le cas chez un garçon qui, au contraire, je le disais d'ailleurs, quand tu as 18 ans et que tu invites une fille
pour la draguer au restaurant, tu dois payer les 2 repas. Elle paye pas. Parce que ça n'a pas changé en plus. Hein. C'est assez drôle de le faire remarquer. C'est que tu peux inviter une jeune fille assez féministe au restaurant. Elle va te casser les couilles pendant tout le repas à parler. Puis au moment de l'addition, elle va tourner la tête ou elle va aller aux toilettes. Hein. Elle va pas se battre pour partager l'addition. C'est tout ça. Et après, le sujet qu'on abordera après, qui est le plus dramatique pour moi aujourd'hui, et qui est totalement contradictoire à ce que prétendent les féministes, c'est la notion de consentement sous emprise. C'est que non seulement les femmes jouent, enfin les féministes, les femmes n'ont rien à voir avec tout ça d'une certaine manière. Hein. On leur a rien demandé aux femmes du quotidien, je dirais. C'est un peu comme les juifs du quotidien par rapport aux sionistes, vous voyez. En fait, les féministes sont ultra minoritaires, mises en avant, et les 3/4 des femmes ne se reconnaissent pas spécialement en elles. Et même si elles sont un peu séduites au moment de l'adolescence par ces grandes gueules féministes, en général, vers 35 ans, elles ont refait tout le chemin pour les ramener dans une certaine normalité, parce que leur vision féministe leur a coûté très cher sur le plan de la réussite familiale, de l'épanouissement amoureux, etc. C'est quand même les premières victimes du féminisme, quand on regarde bien finalement, c'est plutôt les femmes. Hein, parce qu'elles ont cru à des conneries, et elles disent à bout d'un moment, je me suis fait avoir, mais j'ai compris, mais c'est trop tard. Parce qu'il faut pas oublier que la durée de fonctionnalité de la femme, que ce soit pour la reproduction ou la séduction, est beaucoup plus courte que l'homme. La femme est la reine du jeu de l'âge de 15 ans à 30 et encore à peine, parce que le turnover s'accélère avec notamment la mode, etc. C'est-à-dire que, je le dis aussi souvent, le pire ennemi de la femme, elle en a 3, c'est la femme plus riche, la femme plus jeune et la femme plus belle. C'est les 3 ennemis de la femme. Partant de là, c'est la réalité mondaine. Hein, tout le reste est du baratin. Et sur la question de l'emprise et du consentement, on a une contradiction incroyable. C'est qu'aujourd'hui, les femmes prétendent se plaindre des hommes qui auraient abusé d'elles, parce que même si elles étaient consentantes, ce consentement n'a pas de valeur parce qu'elles étaient sous emprise. Ce qui veut dire que de faire de l'emprise psychologique un critère de défense pour les femmes est un aveu, si c'est vrai, d'incroyable faiblesse et d'incroyable inintelligence. Ça veut dire qu'elles se font dominer par les hommes, et en fait, on est dans l'image de la femme qui se fait mettre sur le trottoir par un maquereau. Admettre qu'on a été sous emprise, et que c'est aussi si facile que ça d'être sous emprise, ce qui a mené Tariq Ramadan à prendre 18 ans de prison, c'est un aveu d'incroyable bêtise et d'incroyable, comment dirais-je, naïveté de la femme. Normalement, même si nous on a été victimes les hommes d'une salope, comme c'est d'une séductrice et d'une femme fatale, ce qui nous est tous arrivé au moins une fois, notre dignité nous pousse plutôt à garder le silence et à ne pas trop en parler, parce que sinon ça veut dire je me suis fait avoir, je suis un nul, j'ai été dominé. Or aujourd'hui, les féministes se servent de l'emprise et du consentement sous emprise comme d'une arme qui contredit totalement ce qu'elles prétendent être. C'est-à-dire que nous sommes des gourdes capables de nous faire avoir par n'importe quel mec, et c'est pour ça qu'on s'est fait baiser toute notre vie. Et ça, c'est contradictoire totalement avec une parole féministe. Hein. Oui. C'est un aveu de bêtise et de soumission psychologique qui d'ailleurs a à voir avec des phénomènes profonds, notamment sur le fait que la femme, le plaisir de la femme passe par le plaisir d'être dominée. C'est-à-dire qu'il faut choisir, c'est un texte que j'ai écrit d'ailleurs sur Madonna, il faut choisir entre jouir et dominer chez la femme, alors que chez l'homme, plus il domine, plus il jouit, d'un point de vue, je dirais, social. C'est ce que je disais sur l'hyper-provocation que faisait Madonna qui se masturbait. Je dis c'est forcément une femme frigide. Parce que la femme sexuellement épanouie a un parcours social beaucoup moins combatif que l'avait Madonna. Et en fait, ce que Madonna mettait en scène, c'était son hyper-réussite sociale de workeuse. Et en fait, son exhibitionnisme masturbatoire était pour cacher qu'en réalité, elle n'a pas dû jouir beaucoup dans sa vie. Elle a surtout travaillé, vous voyez, et qu'en fait, il y a quand même une opposition jouissance passive de la femme et travail. Hein, voilà. Et tout ça, en fait, c'est l'incroyable médiocrité intellectuelle et l'incroyable, je dirais, absurdité de cette construction, notamment qui est sur le chemin du féminisme dans ses contradictions profondes, qui donne à la fois le consentement sous emprise ou le LGBTisme, où à la fin une femme est persuadée que pour pouvoir être épanouie comme être, elle doit devenir un homme, parce que je rappelle que c'est ça le LGBTisme. C'est une jeune fille à qui on explique qu'elle ne pourra jamais être un être totalement accompli en restant dans un corps de femme, et donc pour ça il faut qu'elle devienne un sous-homme. Je ne sais pas si vous voyez le nombre de contradictions que ça implique dans la bouche d'une féministe qui en fait exprime tout le contraire de ce qu'elle croit, enfin de ce qu'elle croit énoncer. C'est un aveu de bêtise qui est quand même vertigineux. Moi, j'appelle ça le consentement quantique.
parce que c'est comme les particules élémentaires qui peuvent se modifier à travers le temps. C'est prouvé scientifiquement. Le consentement de ces jeunes filles-là, ingénues, peut devenir modifié 6 mois en retard. On a eu la preuve au Québec avec l'humoriste Fred Dubé, qui a été cancellé pendant la COVID, autour de 2022-2023. Là, il a fait sa première vraie entrevue depuis qu'il a été cancellé. C'est lui qui est rasé sur le bord des tempes ici. Et il a expliqué que la jeune fille ingénue, 6 mois plus tard, lui a dit « Ah, by the way, la relation sexuelle qu'on a eue ensemble, même si je t'avais consenti à la relation sexuelle, en fait, mon consentement n'était pas valide parce que j'étais sous ton emprise. » Oui, Et 6 mois plus tard, on peut pas faire quelque chose avec une femme de même. Ça fonctionne pas. Ça peut être 20 ans plus tard. Consent pas. Spangoura a écrit un livre, justement, c'est elle qui a lancé cette mode qui est rentrée dans la loi pratiquement avec l'affaire Ramadan. Elle, c'est 30 ans après, à la faveur d'une psychanalyse de 30 ans, qu'elle a compris que, alors qu'elle était amoureuse folle et qu'elle menaçait de se suicider si Matzneff la quittait, et ben 30 ans après, l'autre devient un immonde prédateur. Bon, il est par ailleurs pédophile, tourisme sexuel, donc il y a une ambiguïté dans le sujet. Mais en réalité, il a été diabolisé pour sa relation à Spangoura, qui en fait est très traditionnel, et on a d'ailleurs occulté derrière que en fait là où il méritait la condamnation à la prison, c'est pour de la pédocriminalité touristique avec des enfants. Alors que là, on est sur une histoire qui est très très classique, une fille de 15 ans qui tombe amoureuse d'un homme symboliquement brillant de 45 ans, avec un environnement social et familial qui favorise la relation, qui se passe à l'époque, en plus des années 70 de la libération sexuelle. Et aujourd'hui, le type est lynché comme un criminel parce que la fille écrit un livre, qui d'ailleurs fait un best-seller, elle est dans l'édition, en disant finalement, c'était un ignoble prédateur qui a abusé de moi parce que j'étais sous emprise. Donc ça veut dire que cette jeune femme de 15 ans n'avait aucune autonomie de conscience et aurait dû être sous... ça légitime l'idée de tutelle parentale et de tutelle masculine. Totalement. C'est-à-dire que normalement, elle n'a pas le niveau de conscience pour pouvoir être un être indépendant et prendre ses décisions par elle-même. Donc en fait, cette idée de consentement sous emprise devrait valider l'autorité parentale et l'autorité du père d'un point de vue légal jusqu'à 25 ans. C'est-à-dire qu'on est dans en prétendant être dans le progressisme radical, elle valide en fait le patriarcat méditerranéen de type même islamiste, puisqu'on comprend à ce moment-là, ça veut dire effectivement ton père choisit ton mari et tu fermes ta gueule jusqu'à 25 ans parce que de toute façon, tu n'as pas les moyens de l'autonomie et de la conscience. C'est ça que veut dire le consentement sous emprise de Spangoura. Donc on est dans des contradictions incroyables parce que ça se présente comme du féminisme émancipateur progressiste alors que ça valide totalement le patriarcat méditerranéen le plus dur. Et là, une autre contradiction qui se rajoute à la contradiction de la contradiction, c'est... Ah bah oui, on est dans le... C'est la fractale de contradiction. Bah quand on a du sens logique, puisque sans logique, il n'y a pas de pensée, c'est mon cas, on hésite entre l'éclat de rire et les pleurs. Et c'est mieux rire, Jean. C'est mieux rire. L'époque d'effondrement de l'intelligence, parce qu'il n'y a pas d'intelligence sans compréhension de la causalité et sans compréhension de la logique. Or là, ce féminisme extrême est une destruction de la logique et de l'intelligence. Et la question, c'est au service de qui ? Qu'est-ce que ça donne comme conséquence pour la masse ? Parce que pour elle-même, on pourrait s'en foutre. Mais ça produit un effet très très délétère. Et moi qui ai quitté récemment la Suisse, je peux vous dire que les rapports hommes-femmes en Suisse sont la conséquence quand même de tout ça. Il est très difficile aujourd'hui. Et n'oublions pas que quand on ne peut plus rencontrer une femme par les voies traditionnelles, qu'est-ce qui reste ? Le rapport marchand, la prostitution. Comme par hasard, derrière, ça valide la marchandisation de l'amour. Puisque si tout ça, c'est de l'emprise, du consentement, avec rétroactif, etc., le seul rapport dont on soit sûr, c'est celui qu'a Rocco Siffredi avec ses partenaires. C'est-à-dire des rapports économiques tarifés avec contrat. On ne reproche jamais rien à Rocco Siffredi, alors qu'il défonce des anus de gamines avec une bite de 24 cm. Lui n'a jamais aucun problème. Hein. Mais parce qu'effectivement, toute cette destruction de l'amour traditionnel, je rappelle qu'il échappait au monde marchand et au monde du contrat, puisque le monde marchand, c'est le monde contractuel, en fait, pousse à ces relations strictement contractuelles. Si aux États-Unis, vous ne voulez pas avoir de problème avec une femme
dans une relation, on va dire, de séduction, ce qu'on appelle l'univers du peut-être, vous devez passer par ce qu'on appelle les dettes, c'est-à-dire un protocole validé par la loi, première rencontre, deuxième rencontre, avec ce que vous avez le droit de faire à la première, à la deuxième, à la troisième, et à la quatrième, vous allez peut-être passer à l'acte. Mais donc ça veut dire que tout ça, en dernière instance, détruit la relation naturelle homme-femme pour mettre à la place quoi? La relation marchande obligatoire et stricte. Et c'est ce qui fait tout ce paradoxe que finalement, le domaine qui est le moins attaqué par ce féminisme, c'est le domaine de la pornographie. Et voilà. Où on voit quand même systématiquement des femmes humiliées par des hommes avec des grandes bites qui se prennent 4 bites dans le cul. Et là, d'un seul coup, ça ne pose pas de problème. Pourquoi? Parce que on est dans le monde du commerce. On est dans le monde contractuel et marchand. Et ça, c'est l'ultime analyse qu'il faut faire. Cette destruction de l'amour naturel, en fait, oblige à la marchandisation des relations hommes-femmes. Et c'est peut-être ça le sens ultime, c'est que ce qui agace le monde du capital, qui est en extension permanente, et qui veut tout réduire en marchandise, c'est que traditionnellement, l'amour échappe à la marchandise. Hein, c'est pas strictement une question d'argent, même si les rapports de classe jouent évidemment. Et en fait, si vous voulez pas d'ennui aujourd'hui, moi je le vois quand je regarde l'évolution de la Suisse, eh ben, il faut recourir systématiquement à la prostitution. Oui. Sinon, vous êtes toujours dans le risque d'une espèce de demi-féministe ou en voie de féminisation qui va vous reprocher une relation qu'elle avait consentie parce que effectivement, elle vient d'identifier en lisant 2-3 livres de connasses ou en rentrant en psychothérapie qu'en fait, son oui était un non qui s'ignorait parce qu'elle était sous emprise. Voilà. Quantiquement. Et ça, c'est une attaque à deux fronts. Donc, on détruit cette notion de relation homme-femme avec l'endroit du peut-être. L'endroit du peut-être. Et l'endroit du peut-être, c'est l'endroit où tout se joue au niveau du raffinement. Exactement. C'est là qu'on est titillé. C'est le peut-être qui nous titille sexuellement. C'est l'amour courtois, c'est Marivaux, c'est là où tout se joue. Hein, oui. Et ça est interdit et aujourd'hui est détruit par la brutalité d'un côté de la bêtise féministe pathologique et manipulée, et de l'autre côté par l'irruption de la marchandise au sens strict. C'est-à-dire, il faut contrat payé. Sinon, problème. Et en plus de danger. Ça, on cible, on fait des chasses aux sorcières qui s'en vont jusqu'à dire que tout ce qui est chrétien nationaliste est devenu extrémiste terroriste. On s'en va chercher ce discours haineux jusque dans toutes les religions, jusque dans le jeu vidéo. Non, mais surtout, on arrive à la fin à des femmes qui disent « Je ne rencontre plus d'hommes, je suis seule avec mon chat, je souffre terriblement. » Et parce que, in fine, quand même, bon, les hommes sont victimes, on le sait, de l'hypergamie féminine, mais in fine, les femmes en sont, avec un léger décalage, en sont victimes aussi. Et on a finalement que des gens qui déplorent qu'il n'y ait plus de possibilité de se rencontrer entre hommes et femmes de manière, on va dire, traditionnelle, charmante, avec toujours ces marges, effectivement, qui existent, qui sont consubstantielles à la séduction, c'est-à-dire le danger de l'abus, le danger de l'incompréhension. Mais aujourd'hui, les mêmes qui se plaignent en fait de la solitude chez les femmes, je veux dire, ne comprennent pas que c'est lié à cette bêtise, violence, absurdité féministe. Et bon, en général, quand on regarde les commentaires, il y a pas mal de femmes qui disent « Je suis d'accord, effectivement, les féministes m'emmerdent, je leur ai rien demandé, etc., etc. » Mais la question, c'est pourquoi donne-t-on la parole à ces filles qu'on a vues tout à l'heure et très peu aux femmes qui disent « Nous aimons les hommes, rendez-les-nous, laissez-les s'exprimer. » Il y a rien. C'est très agréable de se faire draguer quand c'est fait avec courtoisie, parce qu'il ne faut pas oublier que la frustration féministe conduit à l'agressivité. Hein, la fille dont le message permanent, corporel et même verbal est « je suis trop belle pour toi » est quand même la complémentaire du violeur, je le rappelle. Hein, cette accumulation de frustration et d'humiliation chez un homme qui est quand même déterminé par une sexualité assez primaire, hein, c'est-à-dire que qui bande n'a pas de conscience, parce que là aussi il y a une castration féministe incroyable. Quand à la fois les femmes exhibent leur corps et s'habillent aujourd'hui comme les femmes qui faisaient le trottoir dans les années 60, hein, avec des bottes noires jusque-là, une mini-jupe, du latex, et le type effectivement qui est tenté, c'est l'appelle la tentation, et qui est tenté parce que son corps le pousse à la reproduction, la fille lui envoie un message de castration hyper violent, genre
calme-toi, je suis trop belle pour toi, tu n'es qu'une brute et un animal. C'est-à-dire qu'il y a comment dirais-je, une perversité incroyable dans le fait de provoquer sexuellement un homme en sachant très bien qu'il y a une dimension d'animalité chez lui, et en même temps derrière en le castrant, en le frustrant, en l'humiliant et en l'insultant. Ce qui peut conduire effectivement à la violence. Hein. Il ne faut pas s'étonner quand même qu'il y ait une dégradation des relations garçon-fille dans la jeunesse avec tout ça. Et malheureusement, il faudrait reprendre tout le chantier de A à Z pour essayer de recréer quelque chose qui était quand même qui fonctionnait assez bien jusque dans les années 60. Hein. Il suffit de regarder les films de la Nouvelle Vague, le cinéma, la rencontre des jeunes garçons et des jeunes femmes se passait plutôt bien dans les années 60 encore. Hein. Les soirées dansantes, j'en ai fait. Le slow, le jerk et le slow. Oui. Hein. Donc, ça, c'était le bon temps. C'était la dernière âge d'or qu'on a eu, selon moi, les années 90. Et donc, Arnaud Develay, on a un mouvement double où on nous vend le mode de vie OnlyFans, la prostitution soft ou hardcore. En plus de ça, on fait des chasses aux sorcières aux chrétiens nationalistes jusque dans le jeu vidéo. Mais on nous dit que c'est les hommes qui se radicalisent et c'est pour ça qu'on nous chasse. Quand, en fait, quand on regarde les sondages, ce sont les jeunes femmes qui se radicalisent depuis 10 ans. Ça se creuse d'année en année. Les hommes, ça reste stable. Les femmes deviennent de plus en plus extrême gauche. On a énormément de sondages au Québec qui le prouvent. On le voit notamment au niveau de la souveraineté du Québec. Et là, on revient vers le livre d'Alain Soral, vers la féminisation. À un certain moment, vous dites très clairement cette incapacité à rentrer, à faire des jugements moraux, cette tendance vers le conformisme et le statu quo politique, ça prouve que les femmes ne peuvent pas appuyer la souveraineté du Québec. On le voit ici, 65% contre, c'est 10% de plus que les hommes. Et c'est la même chose au niveau des idées libertariennes conservatrices. Il y a toujours un gros fossé. C'est une marge qui va de 10 à 30% de plus chez les hommes qu'on est prêt à avoir un désir de conquête, un désir de réforme, de remplacer cet ordre établi par quelque chose d'autre, de créateur. Donc, je voulais t'entendre, Arnaud. Oui, ben, c'est intéressant. C'est comme on plus ou moins évoqué le sujet, c'est hypergamie, un terme qu'on entend beaucoup de nos jours, qui résulte en fait d'un essor. Enfin, la cage a été ouverte entre guillemets, la cage conceptuelle, hein. Et comme le foyer n'existe plus et que on a flatté certains éléments dans ce féminisme exacerbé de telle sorte qu'aujourd'hui, et ça rejoint ce que disait Alain avec la contractualisation des rapports, c'est-à-dire que l'hypergamie rencontre le commerce et ça donne Bonnie Blue. Voilà, Bonnie Blue qui un jour, pour échapper au travail, fait venir 1000 mecs et elle met ça sur son OnlyFans et elle se ramasse 2 millions de dollars en quelques jours. Voilà. Et alors, effectivement, après, elle se promène dans des pays où on lui dit t'es pas la bienvenue, et là, elle comprend pas. Elle comprend pas pourquoi on lui dit ça. Et ça crée à la longue. Alors, si encore ça avait une valeur éducatrice, pédagogique, mais en fait, on s'aperçoit que le monde d'OnlyFans, et rappelez-vous là, le créateur, fondateur d'OnlyFans, qui est mort récemment d'un cancer foudroyant, qui était un grand donateur justement de l'armée de Tsahal, lui, voilà, il s'est pas embarrassé de préserver la santé morale et la santé tout court d'ailleurs de ses clients. Hein. Il a flatté cet exhibitionnisme, cette destruction des corps. Et je pense qu'on est encore qu'au début d'une épidémie, encore une fois, ça va avoir des conséquences psychologiques, mais aussi à long terme, ça va déstructurer toute une génération de jeunes femmes, parce que en même temps, en toile de fond, on a la robotisation maintenant qui arrive, AI, et on a tellement mis l'accent sur
sur les sciences molles, que la seule chose que les femmes savent faire aujourd'hui, presque, parce que le secrétariat devient lui-même obsolète, c'est d'avoir son compte OnlyFans et d'amener la honte sur sa famille et sur ses proches. C'est malheureusement un peu le constat. On est toujours dans la dualité maman et putain, hein. C'est-à-dire que plus on s'éloigne de la maman, c'est-à-dire l'idée qu'il faut rencontrer un homme pour faire des enfants et que l'épanouissement de la femme passe par la maternité et le maternage, ce qui est nié par les féministes qui considèrent ça comme une aliénation, c'est qu'en fait derrière, qu'est-ce qu'il y a? Il y a la séductrice, il y a celle qui joue de ses charmes, échappée au travail par le sexe. Donc on voit très bien que quand on s'éloigne de la maman, on se rapproche tendanciellement de la putain. C'est quand même malheureusement les deux extrêmes, c'est assez simple. Et je vous le dis, le problème de la putain, c'est que, elle est méprisée par les hommes, elle est consommée quand même et usée par la consommation, et elle a une durée de vie très courte, par définition. Le plus grand prestige de la femme, c'est la mama méditerranéenne, c'est-à-dire celle qui règne sur toute une famille, parce que c'est le respect de la mère. Il n'y a pas plus prestigieux au monde, dans le terme de ce qu'on appelle le pouvoir symbolique et le pouvoir réel, que la mama méditerranéenne. Elle est habillée en noir, elle est discrète, mais c'est elle qui règne sur le foyer, et elle a le respect absolu de ses fils, de son mari, et d'ailleurs, par ce prestige, qui est d'ailleurs une protection des fils et du mari, personne ne se permettrait de lui manquer de respect. Comparer ça à la putain, à l'aventurière séductrice qui effectivement a pu abuser les hommes, a pu profiter, peut-être toucher une rente en se faisant faire un gosse par quelqu'un de haut placé, parce qu'on voit que en général la putain, son truc pour sortir de cette fragilité de la putain, c'est se faire un gosse pour toucher la pension, parce qu'en plus c'est sociologiquement très très basique, hein. Je peux vous citer des noms dans tous les sens. Et d'ailleurs, la putain intelligente, c'est qu'elle a une durée de vie très courte et qu'il va falloir qu'elle arrive à choper le mec à pognon suffisamment fragile ou gentil pour se faire un ou deux gosses pour après vivre sur le dos du gosse. Qui est pas très bon non plus pour l'épanouissement de l'enfant qui en réalité sert de rente à la mère, hein. On n'est pas dans un rapport d'amour très sain, mais malheureusement tout ça c'est l'histoire de la mondanité d'une certaine manière. Il suffit de regarder ce qui se passe dans le monde du cinéma, ce qui se passe dans le monde où il y a de l'argent, ce qui se passe dans le monde de la jet set, échange beauté physique contre statut social, avec l'enfant otage, etc. Enfin, tout ça est très moche d'une certaine manière. Et malheureusement, pour pas sortir du sujet, la femme fatale, séductrice, qui a été prise par le miroir aux alouettes du féminisme, je dis, ça peut être très agréable pour elle de 15 on va dire à 30 ans, mais c'est très éphémère et très destructeur, parce qu'il y a aussi là aussi où il n'y a pas d'égalité homme-femme et qu'il faut arrêter cette indifférenciation homme-femme. Un homme peut avoir baisé 50 femmes dans sa vie, ça ne l'impacte pas psychologiquement, très peu, parce qu'en fait, son sexe, il le porte à l'extérieur de son corps, et comme on dit au football, il joue à l'extérieur, vous voyez. Alors qu'une femme qui s'est pris 50 bites différentes, sur le plan social et sur le plan même psychologique et corporel, c'est pas du tout équivalent. C'est pas du tout équivalent, hein. Et ça, c'est nié par le féminisme, qui est aussi, je dirais, une espèce d'indifférenciation, un égalitarisme mal placé, en disant, je vois pas pourquoi moi, j'aurais pas pu me faire baiser par 50 mecs, Soral, ils se vantent d'avoir baisé 700 femmes. Eh ben oui, mais il y a une différence radicale de prestige symbolique et de réalité physique et d'implication psychologique dans le fait de baiser et d'avoir été baisé. D'ailleurs, rien que quand on le dit, se faire baiser, c'est pas pareil que baiser. Voilà. Et tout ça est nié par les féministes, qui sont d'ailleurs dans une espèce d'égalitarisme abstrait, qui d'ailleurs consiste toujours à courir derrière les hommes, hein, parce que toute l'ambiguïté du féminisme, c'est qu'en général, c'est Simone de Beauvoir, ce qu'elle appelle se transcender vers l'être, en réalité, c'est vivre comme un homme, hein. C'est quand tu enlèves l'abstraction naïve, c'est toujours courir derrière l'homme. Alors quand tu cours derrière, eh ben t'es pas l'égal et t'es pas devant. C'est d'ailleurs ce que disait Colette. J'ai trop d'ambition pour réduire ma vie à l'imitation des hommes. J'ai trop d'ambition pour ça. Et surtout, le chemin de la puissance féminine, quand elle est réellement une puissance spécifiquement féminine, passe par d'autres chemins
que le chemin masculin. Et c'est toute l'ambiguïté du féminisme, dont l'ennemi est l'homme, mais c'est à la fois l'ennemi et le modèle à imiter. Donc c'est forcément schizophrénique, hein, puisque radicalement le féminisme c'est ça. C'est que l'homme est celui qu'il faut devenir et en même temps le pire ennemi. Puisqu'effectivement, la femme est une aliénation. Donc, comme il n'y a que deux sexes, si vous estimez que le statut de la femme est une aliénation, il faut donc vous élever vers vous émanciper. Vous émanciper, c'est vous masculiniser. Or, ce masculin vers lequel vous aspirez est aussi l'ennemi, que ce soit le père ou le mari. Et donc, ça donne la dinguerie de l'extrémisme féminin, dont les plus beaux exemples sont d'ailleurs en général des juives américaines des années 70, qui sont totalement dans la pathologie. C'est pathologique.